Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour cette grande entrevue Innovation Plus, santé des populations et santé mondiale. Je vais à la rencontre de grands leaders et experts dans le domaine de l'innovation en santé. Et ce matin, j'ai le privilège d'accueillir deux grandes dames que j'admire particulièrement, Dr Marie-Pascale Paumé et Dr Joanne Liu. Bon matin, merci beaucoup d'être parmi nous ce matin. Bonjour. Merci beaucoup, Cathy. Alors, l'innovation, c'est de se dire au quotidien, comment puis-je répondre le mieux possible aux besoins de mes communautés, des communautés? Comment construire avec eux? Comment bâtir leur confiance? Comment bâtir la confiance avec les communautés pour mieux répondre à leurs besoins, innover pour mieux répondre à ces besoins? C'est la thématique qu'on va aborder aujourd'hui avec nos conférencières. Sans plus tarder, j'aimerais introduire Dr Joanne Liu avant de lui poser ma première question de tête. Dr Joanne Liu a obtenu son doctorat en médecine à l'Université McGill et a poursuivi sa formation en pédiatrie à l'Université de Montréal. Elle a ensuite obtenu un International Master in Health Leadership de la Faculté de Management des hôtels à l'Université McGill. Elle œuvre avec Médecins sans frontières au cœur de grandes crises humanitaires de 1996 à 2013. Elle a fait plus de 20 missions sur le terrain. De 1999 à 2002, elle est gestionnaire de projets au bureau de Médecins sans frontières à Paris. Elle devient par la suite présidente du conseil d'administration de MSF, Médecins sans frontières Canada, poste qu'elle occupe de 2003 à 2009. À la tête de MSF International, a été une voix de premier plan dans les crises humanitaires, médicales humanitaires, notamment la crise d'Ebola en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016, les attaques contre les hôpitaux et la crise migratoire de déplacements forcés. J'ai été témoin lorsqu'elle a plaidé ces différentes causes sur différentes plateformes internationales, particulièrement celle du 3 mai 2016, en lien avec le vote de la résolution 2286 sur la protection des soins de santé dans les conflits armés dans le Conseil de sécurité des Nations unies. Aujourd'hui, elle pratique au CHU Sainte-Justine en tant que pédiatre urgentiste. Elle est professeure à l'École des santé des populations et santé mondiale et elle siège sur le comité indépendant de l'évaluation de la réponse COVID-19. Bon matin et quel plaisir de vous avoir parmi nous, Dr Liu. Merci, bonjour. Pour votre première question, quelle est la place, selon vous, de l'innovation en santé mondiale et dans les crises humanitaires? Bon, la place de l'innovation est au cœur de la réponse parce que de façon générale, tout doit être contextualisé. Donc, des fois, on arrive avec des espèces de recettes puis on se rend compte que ça ne marche pas vraiment. Ouais. Notamment, un exemple assez simple, quand mon dernier séjour en 2022, quand je suis allée pendant la guerre d'Ukraine, le conflit d'Ukraine, nous sommes arrivés, Médecins sans frontières, avec une équipe de chirurgiens et d'anesthésistes. Et on est allé cogner aux portes, on a fait une évaluation. Je faisais partie de la mission exploratoire. Et j'ai dit, vous avez combien de chirurgiens puis d'anesthésistes ici? 283. Je dis, ah bon, j'ai dit, je pense que vous n'avez pas besoin de notre équipe. Et du coup, j'ai dit, bien, qu'est-ce que vous avez besoin? Il nous dit, nous sommes près de la ligne de front, nos hôpitaux sont pleins, il faut, on connaît ça ici au Québec, oui. Il faut libérer des lits parce qu'on n'est plus capable d'accueillir les nouveaux blessés. Et donc, ce que nous avons fait, et qu'on fait toujours à l'heure d'aujourd'hui, c'est faire des transferts de patients de près de la ligne de front dans l'est du pays de l'Ukraine vers l'ouest via des trains. On a médicalisé des trains qui sont maintenant des soins intensifs. On est capable de faire des transferts de patients parce que ces transferts-là prennent à peu près une journée, 24 heures, 30 heures, dépendamment où est-ce qu'on amène les patients. Et donc, ça a permis de garder une capacité d'accueil dans les hôpitaux près de la ligne de front. C'est super intéressant. Donc, vous leur avez posé la question avant d'agir. Vous n'avez pas déterminé la solution, vous leur avez posé la question au début. Comment puis-je vous aider? Et c'est comme ça que vous avez adapté la solution que vous avez déployée. Oui, tout à fait. Donc, on arrive quand même avec un certain dispositif, mais il faut que tout le monde soit flexible au bout de la ligne. Et donc, moi qui pensais de faire du hands-on, faire de l'urgence, mais j'étais beaucoup plus utile à m'assurer qu'ils gardaient leur capacité d'accueil dans leurs soins intensifs, dans leur urgence. C'est super. Marie-Pascale Paumé, je vais vous introduire avant de vous poser la première question. Donc, Marie-Pascale Paumé est professeure titulaire au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé à l'ESPUM, chercheuse régulière au centre de recherche du CHUM, avec qui je collabore quotidiennement, et chercheur associée à l'IRSPUM. Médecin de formation spécialisée en santé publique, elle est titulaire de la chaire en évaluation des technologies et des modalités de pointe au CHUM qui porte sur l'engagement des citoyens et des patients dans la transformation des organisations du système de santé. C'est grâce à elle et Vincent Dumez que ma passion autour du partenariat patient s'est développée. Elle est directrice du programme de maîtrise en administration des services en santé, option gestion de la qualité-sécurité, qu'on appelle KEOPSI, de 2005 à ce jour.
Elle est médecin conseil à l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, l'INES, du gouvernement du Québec. Elle est aussi co-directrice du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Donc, Dr Paumé, pourquoi les systèmes de santé doivent-ils s'intéresser à la santé publique, à la santé des populations, à la santé des communautés? Alors moi, j'ai posé la question différemment. Là. Je dis pourquoi la santé publique devrait s'intéresser au système de santé. On l'a vu avec la crise qu'on vient de passer avec la COVID-19. C'est vrai qu'au Québec, de façon un peu historique, la santé publique s'est un petit peu construite sur les autres déterminants de la santé que le système de santé. Et on s'est rendu compte avec la COVID-19 que la santé publique, c'était aussi le système de santé. Parce qu'il fallait absolument être capable de pouvoir gérer tout ce qui était finalement qui retombait sur le système de santé pour protéger la santé de la population. Donc ça, c'est une première façon de répondre à la question. Puis la deuxième, évidemment, le système de santé, faisant partie des déterminants sociaux de la santé, doit absolument collaborer avec tous les autres déterminants qui permettent à la population d'être en bonne santé. Alors, on peut parler évidemment de tout ce qui est la protection maternelle et infantile, on peut parler de la nutrition, on peut parler évidemment de tout ce qui concerne l'exercice physique, ça peut être le bâti, ça peut être évidemment l'environnement d'une façon plus large, et puis bien sûr toutes les inégalités sociales de santé. On sait que malheureusement elles sont nombreuses, mais effectivement le système de santé ne doit pas s'exclure, et même on le voit dans un centre hospitalier universitaire comme le CHUM, où on a quand même un département de promotion de la santé avec donc un fer de lance au niveau universitaire sur l'importance en tous les cas que les CHU doivent jouer pour participer à améliorer la santé de la population d'une façon plus générale. Donc évidemment on est souvent dans du secondaire, tertiaire, quaternaire, là, entre guillemets, dans les niveaux de soins quand on les caractérise. Mais ça doit se faire évidemment en coordination avec la première ligne. Puis là, je pense qu'effectivement, un établissement universitaire se rend de plus en plus compte de l'importance d'être dans un maillage plus large et de ne pas uniquement regarder ses propres interventions, mais d'autant plus quand il y a de la pression, il faut absolument que les choses soient faites à l'extérieur quand elles doivent être faites à l'extérieur de ces établissements-là, et faire en sorte donc que chacun y trouve son compte. Puis la santé publique, elle fait de l'organisation aussi du système de santé, donc elle a un rôle très très important aussi à jouer. Est-ce que vous pensez que la COVID a fait ressortir l'importance de la santé publique? Mais je pense qu'il y a une prise de conscience réelle de la santé publique, de son rôle dans l'organisation du système de santé. Elle n'était pas en première ligne au Québec pour faire ce genre de choses. Il y avait d'autres personnes qui étaient plus identifiées comme responsables de ce type d'organisation. Mais quand on se retrouve à devoir vraiment protéger la population d'une façon plus générale, on est obligé d'avoir une coordination sur de la prévention primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Donc là, c'est là où effectivement une vision de santé publique intégratrice, capable de pouvoir regarder comment on peut prévenir l'arrivée d'une pathologie comme celle, par exemple, d'une épidémie, jusqu'à limiter les engorgements dans les systèmes de réanimation et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de pression sur le personnel. Eh bien, ça va nécessairement devoir être réglé avec des personnes qui ont des responsabilités de santé publique. Alors, une deuxième question pour vous, Dr Liu. Dans des pays à faible revenu et à moyen revenu, quelle est la place des innovations technologiques et comment elles se marient aux innovations sociales? Vous me donnez des exemples. Les innovations technologiques, je pense que j'arrêterai à l'innovation de façon générale, mais ce qui est assez intéressant, c'est que pour moi, c'est l'innovation, c'est le rôle, c'est comment les gens sur place s'approprient une thématique ou une problématique. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a trouvé très intéressant et qui était une très, très grande leçon pour nous, pour Médecins sans frontières, c'est que pendant l'épidémie régionale d'Ebola en 2014, en Afrique de l'Ouest, donc c'était la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, il y avait eu des cas partout et une des choses qu'on faisait pour traiter les patients, c'était de les mettre dans ce qu'on appelle des centres d'Ebola, des centres de traitement d'Ebola d'isolation. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'on bâtissait ces unités-là souvent à l'extérieur des villages. Et du coup, ça permettait de s'assurer qu'il y avait moins de contact avec la population. Donc, on arrive dans un village, un petit village, puis on leur dit, on va faire ce centre-là. Et là, les sages nous disent, il n'y en est pas question. Non, 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 non. Vous allez faire ça sur la place publique. Ah bon? Oui, oui, près du baobab, là-bas, sur la place publique. Et là, on négocie, on trouve un espace, finalement, on bâtit l'endroit,
on a des lieux de traitement et on avait fait des espèces de balcons pour que les gens puissent sortir, regarder dehors. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les patients qui étaient hospitalisés, le fait que la population passait tout le temps, et quand elle passait, elle saluait le patient. « Ça va, tu continues à boire, ça va bien, on est avec toi. » On s'est rendu compte que tout cet écosystème-là de soutien social avait aidé nos patients. Ouais. Et que quand on a regardé, et c'est sûr que c'est un petit échantillonnage, mais notre mortalité, le nombre de décès par personne infectée était moindre, était baissé par près de moitié. Et donc, à partir de ce moment-là, on a complètement changé notre façon de faire et on a dit il faut absolument que la population, que les proches soient capables de voir les gens parce qu'ils ont peur qu'on les apporte. On sait que l'Ebola, ça tue minimum à 50 %, donc ils ne les revoient pas. Donc, c'est vraiment, vraiment important qu'ils soient là, qu'ils soient présents. Et après ça, on a complètement changé tout, je veux dire, le circuit du patient dans nos centres d'Ebola. Et on le voit ici, on l'a vécu pendant la COVID-19. On a vu que quand les gens étaient isolés, quand les gens n'avaient pas accès à leurs proches, ça les hypothéquait au niveau de leur trajectoire clinique. Et donc, il est important, et moi j'ai toujours dit, l'humain n'est pas fait pour mourir tout seul. L'humain n'est pas fait pour se battre pour sa vie tout seul. Il doit avoir ses proches aidants, il doit avoir sa famille. Et que ce soit en Afrique de l'Ouest ou que ce soit à Montréal, c'est la même chose. Dr. Pommier, voulez-vous réagir à ça? On a vécu une situation similaire pendant la COVID, comme Dr. Liu a exprimé. Mais vraiment, au tout début de la pandémie, on s'est retrouvés avec des patients au CHUM qui, malheureusement, se retrouvaient aux soins intensifs et complètement privés de leurs proches. Et grâce vraiment au fait que j'ai remonté une histoire personnelle qui me touchait particulièrement par un de mes amis qui était donc hospitalisé en réanimation ici. Et il n'y avait pas de contact avec sa femme, ses enfants, etc. Je me suis permise d'en parler avec Cathy. Et là, on a trouvé une solution. On a créé donc le SCAF, entre guillemets, là, qui est le soutien de communication et d'aide aux familles. Et on a comme ça permis de faire en sorte que les familles soient au courant au moins un minimum de ce qui se passe à l'étage et aussi de faire en sorte que les patients soient tenus au courant que leur famille est proche. Et puis ensuite, on a pu développer aussi les téléphones, les tablettes et autres pour faire aussi en sorte que les personnes puissent être en communication et ne pas être seules. Et effectivement, il y avait un impact aussi considérable pour les équipes qui trouvaient ça absolument abominable de voir ces personnes quand même hospitalisées dans des conditions d'une tristesse absolument folle, quoi. Et puis je tiens à remercier la marraine de ce programme-là, qui est Mme Danielle Fleury, qui est notre présidente directrice générale adjointe, une grande équipe qui a vraiment soutenu ce déploiement-là. Vous parlez, dans les deux témoignages que vous avez partagés, la notion de confiance est importante. Voulez-vous élaborer là-dessus? Vous m'en avez parlé dans notre rencontre préparatoire. J'aimerais vous entendre là-dessus. L'importance de maintenir la confiance avec les communautés et avec la population locale pour agir. Bien, c'est vraiment clé. Et puis, on ne sait plus comment le dire, en fait, pour que ça passe auprès de nos autorités. Mais par exemple, si on regarde pour la COVID, il y a eu une étude qui a été faite sur 177 pays à travers le monde et qu'ils ont regardé quels ont été les pays qui ont bien performé pendant la COVID-19. Et donc, naturellement, l'indicateur était surtout par rapport là, à la létalité, là, donc le nombre de décès par personne infectée. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était basé sur quelque chose d'assez simple, qui était la confiance. Donc, la confiance entre les citoyens et la confiance des citoyens envers leurs autorités. Et cette confiance-là est basée sur deux choses. Elle est basée sur une communication des risques claire, transparente. Donc, de façon générale, c'est assez simple, hein? C'est que nos autorités sont capables de dire de façon simple qu'est-ce qu'ils savent et qu'est-ce qu'ils ne savent pas. Et moi, j'aime bien rajouter qu'est-ce qu'ils voudraient savoir. Donc, je pense que tout le monde est capable de comprendre. Et honnêtement, je pense que si on avait dit, par exemple, dès le début de la COVID-19, qu'on gérait autant une pénurie de ressources qu'une épidémie ou une pandémie, les gens auraient compris. Donc, ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est l'engagement des communautés. Ça a été revu dans toutes les commissions qu'on a faites sur l'Ebola, sur le marburg, sur le choléra. Il faut que les communautés soient partie prenante, fassent partie de la solution. Les communautés, les gens qui sont dans la communauté ne sont pas des victimes comme telles, ne sont pas des gens passifs. Et quand on les met
partie prenante dans la solution, ça accélère les choses. Et donc, on l'a vu pendant aussi la COVID, les communautés se sont organisées. Si on regarde ici, notamment au Québec, et là, il y a justement un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Les anges oubliés » par André Pratt, qui démontre que le travail communautaire a été clé, que le travail communautaire qui était en grande partie financé par la philanthropie au Québec a permis d'aller frapper à plus de 500 000 portes de maisons où c'était des gens qui étaient, soit ne parlaient ni français ni anglais, c'était des personnes âgées, des gens qui étaient dans des situations financières difficiles, même dans la violence conjugale. Et ça a permis de les sortir de leur isolement, de leur apporter aussi un soutien autant social que monétaire. Donc, le rôle communautaire, du travail communautaire est essentiel. Et j'espère que ça va être une des leçons qu'on va retenir de la COVID-19. La confiance est aussi à la base du partenariat patient. Est-ce que vous voulez réagir à ça, Dr. Paumé? Ah ben oui, c'est sûr que je pourrais vraiment prendre pratiquement mot à mot ce que vous venez de dire, hein, Dr. Yoy, parce que quand on travaille dans le domaine du partenariat, que ce soit avec les patients ou avec les citoyens, parce que je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête, surtout en santé publique. Là, il faut, puis l'exemple que vous avez donné avec les communautés, et puis le milieu communautaire qui travaille vraiment directement avec les communautés, qui donc bâtit une confiance et une capacité de pouvoir vraiment rentrer dans l'intimité des personnes pour essayer de mieux comprendre les besoins qu'ils ont et pour pouvoir y répondre. Mais ça se met effectivement à tous les niveaux du système de santé. Donc, que ça soit effectivement dans la communauté pour essayer de trouver des solutions au jour le jour, pour améliorer les conditions de vie qui va faire en sorte que les gens vont vivre dans avec un meilleur état de santé, une meilleure qualité de vie et le plus longtemps possible en bonne santé, que effectivement dans des établissements universitaires comme dans celui où on est actuellement, ou pour faire en sorte que les patients puissent mieux adhérer à leur traitement, mieux comprendre l'impact de leur maladie sur la façon dont leur corps réagit et puis comment leur comportement peut avoir un impact là-dessus. Eh bien, il faut vraiment développer une grande confiance et puis surtout ne pas remettre en cause ce qu'ils nous disent, parce que souvent on a quand même une petite arrière-pensée en tant que professionnel de la santé en disant non mais ce qu'il nous raconte c'est complètement faux, là moi je sais, là lui il sait pas. C'est comme réalité, le sage qui a dit à Dr Liu non ça va pas fonctionner comme ça. Oui, exactement, et ben ça se joue tous les jours dans la relation entre les professionnels et les patients, où il faut une reconnaissance, enfin c'est important en tout cas qu'il y ait une reconnaissance des savoirs expérientiels, culturels, d'organisation du système de santé, etc., qui est vraiment quelque chose que nous partageons tous. C'est pas juste les professionnels qui ont ce privilège-là. Nous, en tant que citoyens aussi, on développe des expériences et des savoirs et qui sont donc très complémentaires avec celui des professionnels et qui permettent, ce que j'aime beaucoup dire, c'est de nous permettre de ne pas avoir ces angles morts, parce qu'en tant que professionnel, on voit qu'une toute petite partie du système. Or, les patients, les citoyens ont une vision longitudinale, ont une vision beaucoup plus large de ce qui se passe et ils peuvent nous donner donc des informations auxquelles on n'a pas accès quand on est des professionnels de la santé. Docteur Paumé, qui dit innovation dit changement. Comment faciliter le changement de culture et des manières d'agir et de faire? Et en d'autres mots, quelle est la place aussi des politiques publiques et de la gouvernance pour amener ces changements? Il y a des grands écrivains qui ont parlé justement des sociétés de confiance. Là. Donc, on pourrait continuer à rebondir sur la précédente question. Je pense qu'effectivement, dans un environnement politique et où on promue des lois et des décrets, etc., c'est vrai qu'on fait d'une politique actuellement qui est quand même assez top-down, qui vient pas mal d'en haut pour redescendre. Et si on veut vraiment créer une société de confiance et faire en sorte que justement il y ait un environnement qui soit propice à l'innovation et qui permette aussi à chacun d'aller trouver le meilleur de lui-même quand il comprend qu'il y a du sens dans les changements que l'on donne, eh bien, il faut que nos politiciens soient exemplaires et fassent en sorte qu'on participe aussi à la chose publique et qu'on participe à l'élaboration des politiques publiques. Je ne suis pas sûre en ce moment qu'on soit un modèle du genre, mais peut-être qu'il y a en tous les cas de grandes zones d'amélioration dans le domaine. On pourrait donner quelques conseils éventuellement à certains ministres pour leur expliquer qu'on peut avoir des zones de discussion et que les citoyens ont beaucoup de choses à partager et qui permettraient de pouvoir alimenter la réflexion publique. Et juste un petit exemple que je trouve quand même intéressant actuellement en France. Là, il y a un grand chantier sur le système de santé et toutes les régions de France participent à la discussion. On va voir les citoyens directement, on leur demande leur point de vue sur plein de sujets différents. Puis ça remonte. Alors après, évidemment, le politique en fait ce qu'il veut, mais il y a
au moins un système de consultation auprès de la population pour aller chercher ses besoins qui peuvent être différents en fonction des lieux où on se trouve. Et là, actuellement, je pense en tout cas que c'est la base de la démocratie de faire ce genre de choses. Tout à fait. Docteur Liu, aujourd'hui, nous sommes dans le secteur mondial et l'ère de la décolonisation. Comment repenser l'aide humanitaire pour qu'elle soit plus en partenariat avec les communautés, par eux et elles, ces communautés-là locales, ces personnes-là? Bien, je crois que c'est le rôle qu'on a, nous, en tout cas, pays du G7, qui veut intervenir dans des pays à faible et moyen revenu, c'est d'être des alliés. Et donc, c'est vraiment d'avoir un positionnement, une posture qui est en soutien, et non de se mettre en vedettariat, en sauveur. Et ça, c'est difficile parce que ça fait quand même déjà des décennies qu'on prend ce rôle-là. Et puis, la réalité, je veux dire, et on le voit, nous, dans l'organisation dans laquelle j'ai œuvré puis que je continue encore à participer, si on regarde les près de 60 000 personnes qui travaillent pour Médecins sans frontières dans plus de 70 pays, bien, pour chaque professionnel international, il y en a 9 qui sont engagés localement. Donc, pour être simple, le gros de la job se fait par les gens localement. Et donc ça, je crois que clairement, c'est eux qui font le boulot, c'est eux qui sont souvent aussi la mémoire du travail, parce que nous, on est des fois, qu'on peut dire tout simplement des tourismes de l'humanitaire. On fait du tourisme humanitaire parce qu'on y va là pour 1 mois, 2 mois, 10 mois. Mais contrairement à un médecin local en République démocratique du Congo, bien, il travaille avec Médecins sans frontières depuis 10 ans, depuis 15 ans. Donc, ils ont la mémoire des choses. Donc, c'est aussi leur permettre d'avoir des rôles à responsabilité, qu'on appelle de leadership. Et ça, c'est dur à faire le pas parce que c'est une question de pouvoir. Donc là, c'est vraiment aussi changer notre façon de voir de qui prend les décisions, comment ça se fait, et mettre à des postes-clés des gens qui sont du milieu. Et on est dans cette phase-là. On est comme tout le monde, on a de la difficulté, mais je pense que ça va se faire. J'imagine que c'est avec une posture d'humilité aussi. Lorsque vous travaillez avec des gens sur le terrain, local, on doit quand même se doter d'une posture d'humilité lorsqu'on va à leur rencontre pour travailler avec eux. Ah, mais ça, c'est l'ingrédient de base, là. Moi, je dis toujours, je suis allée un peu dans le travail international, dans l'idée que je voulais changer le monde. Et puis, en fait, c'est le monde qui m'a changé. Et aujourd'hui, clairement, je sais que la première chose à faire quand on arrive dans un endroit, c'est d'écouter. Parce que la plupart du temps, les réponses sont là. Des fois, il y a un manque de moyens. Des fois, il y a seulement une façon de... Il faut juste aligner certaines choses pour que le petit miracle se fasse. Mais c'est être un peu le lubrifiant pour que les choses se passent. C'est ça, aujourd'hui, pour moi, le rôle qu'on doit jouer, d'arrêter d'être des donneurs de leçons. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Oui, tout à fait. Est-ce que je peux réagir à ça? Bien sûr, bien sûr. Moi, je voudrais partager, en tout cas, une expression qu'une patiente avec laquelle je travaille, qui s'appelle Mado Desforges, a partagée avec nous en disant, mais finalement, il faut changer l'ego pour l'ego. Et l'ego, c'est l'extrême grande ouverture. C'est bon. C'est vraiment exactement ça, là. Il faut qu'on tue nos égos tels qu'on nous les a vraiment construits dans nos sociétés en pensant qu'on est des sauveurs, ou même quand on est des professionnels aussi qu'on est les sauveurs, mais en réalité on ne le fait pas tout seul, on le fait d'abord et avant tout avec les personnes qui connaissent de quoi on parle. Tout à fait. Et donc il faut avoir une grande ouverture pour être capable de pouvoir entendre ça avec notre grande humilité. Dernière question de tête avant que je passe aux questions-réponses rapides. Quelle est la place de l'innovation en santé publique et santé des populations? Peut-être nous partager un exemple d'innovation qui s'est faite avec les communautés, avec les citoyens? Il y a une notion donc, qui s'est développée au Québec à la fin des années 90-2000 qui s'appelle la responsabilité populationnelle, qui est vraiment une très belle innovation de vraiment comprendre que justement, quand on veut travailler avec la santé des populations, il faut d'abord et avant tout bien comprendre quelles sont les problématiques de santé et comment on va pouvoir travailler avec les personnes. Donc là, on va au-delà seulement de la responsabilité populationnelle, mais on va aussi sur l'implication citoyenne en réponse à la responsabilité populationnelle. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment de travailler de façon intersectorielle et interdisciplinaire.
Et ça, je pense que c'est une grande innovation en santé publique qui a évolué évidemment au cours du temps, comme je vous disais, parce qu'au départ, c'était quand même un peu passif. C'est un peu les administratifs qui s'occupaient de la responsabilité populationnelle. Mais là, on voit au cours du temps qu'on est capable, justement, pour rebondir ce qu'on a dit précédemment, de bâtir justement cette confiance avec les communautés, de travailler avec eux pour justement de voir de quelle manière on peut être tous responsables ensemble de la santé d'une collectivité, et puis de travailler à une échelle qui fasse du sens, parce qu'effectivement, la santé publique, on peut travailler sur l'ensemble de la santé de la population au Québec, mais on peut aussi travailler, par exemple, sur le quartier ici, qui a ses propres responsabilités, ses propres problématiques. Et si on fait de la responsabilité populationnelle, par exemple, avec le CHUM, plus les autres structures qui sont en lien avec la santé, plus les communautés, plus les autres déterminants sociaux de la santé, eh bien, on est capable vraiment de mieux intégrer et d'avoir comme ça une promotion de la santé plus globale de la population, qui va être bien meilleure, et une qualité de vie aussi qui va faire en sorte qu'on va vivre plus vieux en meilleure santé. Super. Alors, passons aux questions-réponses rapides. Donc, je pose une question, 30 secondes, une réponse en 60 secondes. Vous êtes prête? Super. Première question. Quelle est une action dans laquelle vous avez participé et qui vous a particulièrement marqué, Dr Liu? Les violences sexuelles chez les femmes en République démocratique du Congo. Donc, on a mis en place une réponse compréhensive des femmes qui étaient violées pour qu'elles aient un accès à l'interruption de grossesse, au dépistage de maladies transmises sexuellement, à un soutien psychologique, à un certificat et à un suivi, en tout cas, gynécologique. Dr Poum? Eh ben moi, j'ai eu la chance de travailler au cabinet de Philippe Douste-Blazy de Simone Veil pendant 2 ans, et j'ai mis en place la politique de couchage des bébés. En France, il y avait énormément d'enfants qui décédaient de mort subite du nourrisson, et on n'avait pas très bien compris qu'il y avait eu des directives qui avaient été promulguées de mettre les enfants sur le ventre, et donc on avait eu une très grande augmentation du nombre de décès, mais il n'y avait pas un système informatique suffisant pour pouvoir bien suivre ça. Et puis les recommandations de bonne pratique ont changé. On a expliqué qu'il fallait mettre les enfants sur le dos. Et donc, on a fait toute une politique, évidemment, avec d'autres informations, mais ça comprenait l'environnement de l'enfant, le changement de couchage et autres. Et de façon spectaculaire, on a vu en quelques semaines diminuer le nombre de décès. Alors ça, il faut dire que comme pour une médecin de santé publique, c'est rare d'avoir le droit de faire ce genre de choses. 2 exemples d'innovation sociale et humaine qui ont eu un impact significatif sur les communautés. Deuxième question, un souvenir d'enfance qui vous a forgé, Dr Liu? Je pense que grandir à Québec comme minorité visible, ça forge un caractère. Donc, dans les années 60, j'étais une des rares. Ah oui. Ah oui. Dr Poum? Moi, j'ai perdu mon papa très jeune, et juste le jour de l'entrée en médecine, et je pense que c'est ça il était juge, et j'avais une maman médecin, et je pense que ça a complètement fait en sorte que dès le départ, je me suis dit, en médecine, je deviendrai une médecin de santé publique pour être capable à la fois d'avoir une vision assez holistique du système de santé, tout en étant vraiment au service de la population pour faire en sorte qu'elle puisse vivre le plus en santé possible. Et comment ça vous a fait grandir ces deux souvenirs d'enfance, Dr Liu? Mais moi, je crois que vivre dans la différence, être la différence en permanence et se le faire rappeler qu'on est différent, c'est soit que tu décides de faire une posture de victime, ou soit tu décides de dire, bon, je vais faire avec, là, et on va en profiter un peu. Donc, on est différent. Peut-être que ça donne aussi une marge de faire différemment. Ouais. Et du coup, que même si je me rappelle à ce moment-là, c'était assez difficile parce que je me faisais donner comme on dit chez nous, je me faisais donner des volets après l'école, là. Les gens n'acceptent pas la différence. Ouais. Hein. Donc, et puis j'écoutais Bardaba, tout le monde en parle là, dernièrement, et qui disait, on ne vous demande pas d'aimer le fait qu'on est différent, on demande juste le respect. C'est à peu près ça. Oui, Pascal? Moi, je pense que ça m'a donné beaucoup d'énergie pour vraiment me dépasser, hein, et puis aussi finalement changer de continent et de pays pour être capable de pouvoir encore mieux ouvrir mes ailes et être capable de pouvoir vraiment donner le meilleur de moi-même. Alors, pour conclure, quel est un message clé que vous voulez que les participantes et les participants retiennent? Dr Paumé. Je pense qu'on a pas mal parlé de la confiance. On a beaucoup parlé aussi de la grande ouverture qu'il faut avoir quand on travaille avec d'autres personnes, d'être ouvert à la différence et puis à la complémentarité justement de nos intelligences. Et on le sait, hein, les intelligences collectives, c'est ça qui nous permet de pouvoir trouver des solutions innovantes
d'être capable de pouvoir engager les personnes pour faire en sorte qu'elles les mettent en place. Parce que c'est bien de trouver des solutions, mais il faut aussi les mettre en place. On sait à quel point les résistances au changement sont difficiles. Mais souvent, les résistances au changement, c'est parce que les personnes ne comprennent pas exactement la raison pour laquelle on fait ça. Mais si on les implique dès le départ, eh bien déjà, on a gagné une bonne partie. Et puis aussi de faire en sorte de valoriser et de mettre en valeur la contribution des personnes quand elles ont contribué à un changement et à une innovation. On oublie souvent, en tous les cas, de reconnaître l'apport de chacun. Et ça, c'est très frustrant quand on a travaillé sur un sujet particulier de ne pas être reconnu pour l'avoir fait. Même si on ne l'a pas fait pour ça, mais au moins, il faut le reconnaître. Docteur Liu? Et moi, je crois que l'innovation, oui, c'est important, mais ce qui est vraiment important, c'est de s'assurer que chacun s'approprie à sa façon une crise et chacun y apporte sa solution. Et qu'il n'y a pas de solution parfaite, pour moi. Il y a un paquet de solutions imparfaites qui va faire un tout qui va être un petit peu plus parfait. Et donc, tout le monde a sa place, tout le monde a son rôle, et c'est important de bâtir ensemble. Et la dernière chose que je dirais, parce que ça me taraude, je sais que tout le monde en a marre de la COVID-19, puis tout le monde veut qu'on passe à autre chose. Et moi, j'aimerais juste qu'on ne fasse pas la double faute de ne pas avoir été prêt et de ne pas apprendre. Donc, on est aujourd'hui au CHUM, dans que j'appelle une institution apprenante. Et donc, c'est important qu'on se souvienne des leçons de la COVID-19 et qu'on les intègre. Tout à fait. Moi, je repars inspirée, touchée. Je savais que ça allait être une grande entrevue super inspirante. Donc, merci beaucoup, Dr Paumé. Merci beaucoup, Dr Liu, pour cette grande entrevue. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre site. Et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine grande entrevue Innovation Plus.